Si comme moi vous vous demandez quelle direction peut bien prendre le monde, en faisant apparaître toujours plus de crises et de conflits, en grignotant sans relâche ce qui fait notre culture et nos droits les plus fondamentaux, et en détruisant méthodiquement chaque joyau que la vie a mis des millions d'années à créer, alors vous êtes au bon endroit. Mais d'abord, je vais vous montrer ceci. Ce que vous voyez à l'écran, c'est des cellules saines. Elles se déplacent, elles font de la respiration cellulaire, elles se multiplient jusqu'à une certaine limite. Bref, elles évoluent en adéquation avec leur environnement qui est l'organisme. Et ça, c'est des cellules cancéreuses. Déjà, on voit qu'elles sont bien plus nombreuses, qu'elles se déplacent davantage, et elles consomment beaucoup plus d'énergie. Les cellules saines visent un optimum, alors que les cellules cancéreuses visent un maximum. L'optimum, c'est l'équilibre dynamique pour qu'un système fonctionne correctement dans son ensemble, alors que le maximum, c'est le niveau le plus élevé possible dans une dimension. Dans le cas des cellules cancéreuses, c'est la reproduction cellulaire qui est maximisée, sans penser aux conséquences en termes de consommation, d'organisation ou d'impact global sur l'organisme. Si on s'autorise un abus de langage, on peut dire que le maximum vise la performance à court terme, alors que l'optimum vise un équilibre qui permet de s'adapter à plusieurs scénarios possibles. Pour vous donner un exemple plus proche de nous, on va suivre ce groupe de lions dont la vie consiste à dormir, à jouer et surtout à chasser. Et ça tombe bien parce qu'il y a un groupe de proies à proximité. Si le nombre de proies est conséquent, alors il sera plus facile de chasser et le nombre de lions va augmenter. Si au contraire il y en a trop peu, le groupe va diminuer de sorte à atteindre un optimum. La chasse est une performance exigeante pour les lions qui, d'après cette étude, ne passerait que 0,2% du temps à chasser au sens strict. Alors c'est un chiffre à prendre avec des pincettes, mais ça montre que la chasse est un événement minoritaire dans leur quotidien. Mais imaginons maintenant qu'un individu s'exclut du groupe parce qu'il se spécialise dans la chasse. Il ne comprend pas que la chasse n'est utile que pour nourrir le groupe, et disons qu'il continue de chasser par ego. Continuer de diminuer le nombre de proies va rompre l'équilibre de l'ensemble et mettre l'écosystème en péril. Ce lion solitaire vise un maximum sur une seule dimension, le nombre de proies chassées. Alors, il faut comprendre qu'il n'y a pas de différence de nature entre l'optimum et le maximum. C'est surtout une différence de quantité. Tous les lions chassent, toutes les cellules se reproduisent. C'est quand le maximum perd son caractère extraordinaire que les problèmes commencent. Cette action répétée en dehors de tout besoin physiologique est ce qu'on appelle une compulsion, et c'est le moyen le plus simple de repérer des maximums problématiques. Je vous invite à prendre le temps de repérer des comportements compulsifs autour de vous. Le résultat pourrait vous surprendre. Tout ce que je viens de vous présenter nous sera utile pour plus tard. Je vous ai dit que j'allais tout vous expliquer sur le capitalisme, alors on va commencer avec une question. Comment est né le capitalisme ? Ce que je vous propose pour y répondre, c'est de voyager afin d'explorer ensemble les 3 explications possibles de la naissance du capitalisme. La première explication qu'on croise souvent, c'est que le capitalisme serait issu de la colonisation. Alors on va voyager en Europe au XVIIe siècle. Et lorsqu'on regarde cette carte, la richesse semble avoir déjà choisi son camp. À l'ouest, l'Espagne contrôle un immense territoire en Amérique. Des navires traversent régulièrement l'Atlantique, chargés de métaux précieux extraits des mines du Nouveau Monde. Le Portugal, lui, a construit un réseau de comptoirs qui relie l'Europe aux côtes africaines, à l'Inde, à l'Asie et au Brésil. Lisbonne devient un point de passage obligatoire pour les épices, l'or, le sucre et les marchandises les plus recherchées du monde. Plus à l'est, l'Italie possède les grandes banques, les anciennes cités marchandes, les palais et les artistes les plus admirés du continent. Alors, qu'est-ce que vous me répondez si je vous demande quel territoire possède la plus grande croissance de PIB par habitant à cette période ? La réponse va vous surprendre parce que ce n'est aucun des 3 que je viens de vous présenter. Ce n'est pas non plus la France, ni même l'Angleterre. Pourtant, de par leur positionnement, ce sont les pays qui bénéficient en premier des ressources importées de la colonisation. Alors comment c'est possible ? La réponse est dans ce qui est fait de ces ressources. L'Europe traverse à cette période des instabilités politiques. Les ressources importées sont principalement utilisées pour financer des guerres. Mais il y a un pays qui va les utiliser autrement. Pour vous aider, je vous donne un indice. Il y a aussi notre deuxième explication de l'origine du capitalisme, c'est le protestantisme. Au début du XXe siècle, le sociologue allemand Max Weber fait une observation.
Il remarque une étrange proximité entre les régions où le capitalisme moderne s'est développé le plus rapidement et certaines formes de protestantisme. Son idée est souvent résumée par « les protestants auraient inventé le capitalisme ». Mais Max Weber ne dit pas cela. Il sait que les banques, les prêts, les contrats et les grandes fortunes marchandes existaient bien avant la réforme protestante. Les villes catholiques au nord de l'Italie avaient déjà construit des réseaux commerciaux et financiers extrêmement sophistiqués. La véritable question que pose Max Weber est plus subtile. Pourquoi dans certaines régions protestantes, la recherche de profit a-t-elle cessé d'être une simple activité économique pour devenir une manière méthodique d'organiser toute son existence ? Sa réponse est que certaines formes de protestantisme ascétique, notamment le calvinisme, auraient contribué à développer des individus particulièrement instruits, capables de maîtriser leurs désirs et d'organiser leur vie autour d'une vocation. Donc le calvinisme aurait façonné des individus qui auraient eux-mêmes créé le capitalisme. Cet argument se tient parce que dans le christianisme médiéval, travailler était déjà nécessaire et pouvait être valorisé, mais la vie monastique, la contemplation et le retrait du monde conservaient une dignité spirituelle particulière. La réforme protestante a réduit cette hiérarchie. On ne sert plus seulement Dieu en se retirant du monde pour prier, on peut le servir dans sa profession ordinaire, en cultivant la terre, en administrant une ville, en tenant un atelier ou en gérant un commerce. Le travail quotidien devient une activité digne. Il ne constitue plus seulement un moyen de vivre, il peut devenir une vocation. Dans l'interprétation de Max Weber, une existence ordonnée, disciplinée et féconde pouvait devenir un signe rassurant pour le croyant protestant. Il fallait travailler sans relâche tout en refusant le luxe, l'oisiveté et la consommation ostentatoire. Et le résultat de ces nouvelles pratiques pouvait provoquer l'accumulation de capital, même si ce n'était pas la finalité religieuse. Et un autre argument pour appuyer l'hypothèse de Max Weber est que la société catholique organisait l'année autour d'un calendrier dense, avec de nombreuses fêtes du Christ, des processions, des pèlerinages, des carnavals et des célébrations locales. Le temps de travail était régulièrement interrompu par un autre temps plus collectif et sacré. La réforme protestante a donc supprimé une partie de ces fêtes et a rendu le calendrier plus régulier, ce qui favorisait le commerce. Il est temps maintenant de toucher aux limites de cette hypothèse, parce que même si elle explique assez bien comment la société peut travailler davantage, consommer moins, épargner et accumuler du capital, elle l'est en revanche beaucoup moins pour dire ce qu'il faut faire de toutes ces marchandises produites. Une population qui ne consomme pas sa production assez rapidement connaîtra tôt ou tard des problèmes de surproduction. Car une économie ne peut pas seulement produire, elle doit aussi trouver des personnes qui veulent acheter. Et sur ce point, les calvinistes ne sont pas les candidats idéaux. Il vaut mieux regarder du côté de ceux qui savent déjà transformer les objets en signes de prestige, les aristocrates. Depuis des siècles, les cours européennes dépensent énormément dans des vêtements, des fêtes, des palais, du mobilier et des objets rares. Non seulement pour leur utilité, mais pour rendre une position sociale visible. Les robes ne sont pas qu'un vêtement, les palais ne sont pas qu'un logement, ce sont les preuves de leur rang. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, cette logique déborde progressivement des cours aristocratiques. De plus en plus de personnes commencent à utiliser les vêtements, la vaisselle, le mobilier, les produits coloniaux pour se distinguer ou suivre une mode. Le capitalisme va réussir à répondre à ces deux cultures opposées, produire comme un ascète et consommer comme un aristocrate. Mais tout ça ne résout toujours pas notre énigme. Quel pays européen a vu son PIB par habitant s'envoler malgré les importantes importations coloniales de ses voisins ? Si vous connaissez bien l'histoire de l'Europe, vous savez de quel pays je parle. Il est au cœur du commerce européen, il est principalement protestant, et il est l'un des premiers à rejeter l'autorité du roi. Ce pays, c'est les Provinces-Unies des Pays-Bas. Pourquoi ? Parce qu'il va devenir le premier pays gouverné par l'acteur le plus important de l'époque moderne et que je vous ai caché jusqu'à maintenant, le marchand. Et le marchand va provoquer une fracture qui va façonner toutes les nations du monde en deux catégories. Celles qui possèdent des marchés, comme partout en Europe à cette époque, et celles qui deviennent dépendantes du marché, qui apparaît d'abord aux Pays-Bas. Alors j'espère que vous êtes prêts, parce qu'on va voir ensemble la vraie naissance du capitalisme. Pour commencer, les Pays-Bas ont un problème de taille. Ils ne peuvent pas produire le blé nécessaire pour nourrir leur population, parce que leurs terres sont difficilement cultivables. En temps normal, ça signifie qu'ils doivent redevenir des serfs dans les pays voisins. Mais les Néerlandais sont prêts à tout pour garder leur liberté.
parce que des terres difficiles à cultiver forcent les seigneurs à diminuer leurs exigences afin de les inciter à y travailler. En fait, les Néerlandais vont même provoquer l'impossible. Plutôt que de cultiver des terres, ils vont se spécialiser dans la confection de produits manufacturés. Ils vont ensuite faire des importations depuis le grenier à blé de l'Europe, qui regroupe la Lituanie, la Pologne et la Prusse, via la mer Baltique. Une énorme quantité de blé, suffisante pour nourrir un pays entier, va être acheminée par bateau jusqu'aux Pays-Bas. Et une fois la livraison réalisée, les Pays-Bas ne sont pas sauvés. Non, ils n'ont qu'une échéance avant d'être à nouveau en pénurie de blé. Pas de garantie, simplement l'obligation de devoir recommencer l'exploit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un petit groupe d'individus va défier les lois de la nature et les monarchies elles-mêmes en ne se nourrissant pas directement de ce que produit leur terre. C'est du jamais vu pour l'époque. Les Néerlandais ont inventé la vie à crédit à l'échelle d'un pays. Alors on va zoomer pour mieux comprendre. Ça, c'est un cerf dans la société féodale. Il a plein de problèmes, mais sa chaîne de production est assez simple. Il doit travailler la terre, récolter, redistribuer et enfin payer ses impôts. Le marchand par contre, il est dépendant d'une chaîne beaucoup plus complexe. Il doit importer des ressources, parfois à crédit, il doit ensuite potentiellement les transformer en payant la main-d'œuvre, pour ensuite réussir à la revendre au bon prix sur les marchés. En plus de ça, entre chaque étape, il doit déplacer et stocker sa marchandise, qui sont d'autres pertes potentielles. Et en plus de ça, il doit le faire avec une échéance, avant de manquer de blé. Ce que ça veut dire, c'est que le marchand risque de perdre une cargaison qu'il n'a jamais vue, qu'il a payée avec de l'argent qu'il ne possède pas encore, dans l'espoir de profiter d'une opportunité qui n'aura peut-être jamais lieu. Vous voyez ce modèle extrêmement risqué ? C'est la base du capitalisme. Faire continuer d'exister artificiellement une activité qui n'est pas autonome, qui n'est pas maintenue en vie par la nature. C'est l'incarnation de l'ego des marchands néerlandais. Et c'est ce modèle qui va provoquer une révolution dans la structure de la société. D'un côté, le cerf n'est pas libre géographiquement et est soumis à un seigneur et à l'église. Et de l'autre, le marchand n'est pas libre temporellement cette fois et est soumis aux entreprises et à la concurrence des marchés. Ces deux modèles vont coexister tout en étant profondément différents. L'administration des nobles et du clergé n'a qu'un seul rôle, incarner ce qui est autorisé en fonction des règles. Le marché, qui ne devrait pas exister, au contraire, incarne la possibilité. L'administration décide les règles et le marché les contourne. Et c'est pour gagner ce jeu que les États et les entreprises se livrent toujours aujourd'hui de farouches batailles. Les marchands, et plus tard les entreprises, vont comprendre qu'ils sont intrinsèquement liés au marché, et dès lors, ils vont s'y consacrer pleinement. Ils comprennent que si le marché s'agrandit, leur pouvoir s'agrandit avec lui. Et s'ils le sécurisent, ils se sécurisent également avec lui. Donc ils vont mettre en place tout un tas de stratagèmes pour développer ces deux aspects du marché, qui deviendront la privatisation et le libéralisme. En continuant de faire grandir le marché, il va finir par dépasser la structure féodale avant de l'absorber. La société devient alors entièrement dépendante du marché, et c'est ce basculement que les historiens définissent comme le début du capitalisme. C'est la distinction entre une société qui possède des marchés d'une société qui devient un marché. Cet énorme marché a besoin de marchands disponibles, rigoureux, sachant lire et respectant les règles des contrats. C'est indirectement ce que favorise le protestantisme. Les marchands protestants étaient plus adaptés à une structure capitaliste que les marchands catholiques. Et donc, ce n'est pas le protestantisme qui a centralisé le travail et la recherche de profit jusqu'à organiser toute l'existence autour du capitalisme, mais c'est une dynamique marchande déjà présente qui a favorisé le développement du protestantisme. Si on veut s'efforcer de regarder le capitalisme comme une religion, et plusieurs intellectuels l'ont déjà fait, l'exercice n'est pas stupide, alors son objectif serait plutôt de nous transformer en marchands. On peut d'ailleurs faire le portrait robot de ce que serait l'adepte idéal du capitalisme. Un individu prévoyant, adaptable, compétitif et toujours conscient de sa valeur sur le marché. Il organise son temps, développe ses compétences, entretient un réseau et cherche constamment à préserver sa place. Il ne travaille pas seulement pour vivre, mais il vit pour travailler, en restant utile, crédible et désirable aux yeux de ceux dont dépend son avenir. Son actif principal n'est pas que ses compétences, ses expériences ou son énergie,
mais aussi son obéissance aveugle aux règles du marché et à la hiérarchie. Et son regard sur le monde change avec lui. Chaque activité possède maintenant un coût, chaque relation devient une ressource, chaque occasion manquée est une perte, et chaque minute semble devoir être justifiée. Il doit être efficace en permanence et même quand il se repose. Donc voilà à quoi ressemblerait une conversion totale au capitalisme si c'était une religion. Maintenant qu'on comprend mieux comment le protestantisme a particulièrement bien fusionné avec le capitalisme, il y a une question que je me pose. Pourquoi les seigneurs ne se sont pas opposés à ce basculement? Ils avaient la puissance militaire, alors pourquoi ils n'ont pas gardé le pouvoir? Pour l'unique raison que les seigneurs ont besoin d'une ressource rare que vont leur apporter les marchands. Le marchand, pour se protéger du risque lié à l'énorme chaîne commerciale dont il dépend, va chercher à générer une plus-value. Et très vite, il va rattraper et dépasser la richesse des seigneurs parce que la société féodale n'était pas structurée pour générer énormément de richesses. C'est pour ça que les seigneurs levaient régulièrement des impôts pour financer des guerres. Ils vont donc commencer à emprunter aux grands marchands. En fait, le capitalisme a un avantage, c'est qu'il est capable de mobiliser des ressources sur de grandes distances, bien au-delà des frontières, et de les concentrer en un point précis. C'est particulièrement utile en situation de guerre. Mais les marchands sont malins. Ils vont négocier habilement avec les seigneurs. En échange de financer les guerres, les marchands ne vont pas obtenir des terres, en tout cas pas tout de suite, parce que ce n'est pas le meilleur investissement dans l'immédiat. Avoir des terres nécessite des titres, un lignage familial, des serfs pour les cultiver, une armée pour les défendre, etc. Non, les marchands vont faire mieux que ça. À force de côtoyer les aristocrates pour écouler leurs marchandises, les marchands vont découvrir un outil très efficace pour sécuriser leur entreprise, les privilèges. Je rappelle qu'on est au début de l'époque moderne, que la majeure partie de la population est attachée à une terre, que c'est la seule terre qu'elle verra de toute sa vie, qu'elle paye des taxes et que cette population est également soumise à l'Église. Les marchands, eux, vont réussir à échapper à ce système en négociant des privilèges. C'est la naissance du sacro-saint unfair advantage, si cher à nos entreprises contemporaines. Mais il n'y a pas que des seigneurs qui vont se faire avoir. En fait, les marchands vont mettre en place une stratégie insidieuse envers chaque rôle de la société. Ils vont financer les guerres des seigneurs, mais aussi importer les marchandises pour se distinguer à la cour. Ils vont donner les moyens de diffusion de la parole de Dieu au clergé, et pour le reste de la population, ils vont jouer sur les désirs, les situations exceptionnelles qui justifient qu'on change les habitudes, comme les anniversaires, les mariages et les fêtes. C'est pour ça que les fêtes religieuses ont peu à peu laissé place aux fêtes commerciales, parce que l'exception est utilisée pour créer l'habitude, puis la dépendance. En faisant tout ça, le marchand n'a qu'un seul et unique objectif, se rendre indispensable. C'est toujours le cas aujourd'hui, et ça s'appelle l'effet lock-in. Il y a plein d'exemples à travers le monde. Il y a les affaires du Sherman Antitrust Act aux États-Unis, qui est à l'origine des jugements de plusieurs entreprises qu'on connaît tous, ou bien de la guerre de l'eau en Amérique du Sud. C'est des cas passionnants, et pour ceux que ça intéresse, les liens sont en description. Dans tous ces cas, le pouvoir vient d'entreprises privées qui ont obtenu une place d'acteurs indispensables dans leur écosystème respectif. Pour en revenir à la grande histoire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Europe, il y a deux dynamiques qui vont avancer en parallèle. La première est visible, ce sont les guerres entre les États, et la seconde est plus discrète, c'est la montée des marchands, qui vont progressivement rendre le marché obligatoire. Le marchand va peu à peu s'approprier des privilèges qui étaient jusque-là réservés à la noblesse. Il va posséder des richesses, des terres, des titres et obtenir une place particulière auprès des rois. Et c'est cette ressemblance progressive avec les classes dominantes qui va diminuer le pouvoir symbolique des aristocrates sur les bourgeois, jusqu'au moment où le marchand ne sera plus seulement un serviteur utile du pouvoir, mais un concurrent direct. C'est cette dynamique qui conduira plus tard aux grandes révolutions bourgeoises. Le monde de l'argent, du commerce et de la production finit par l'emporter sur le monde du sang, du rang et de l'héritage. Le marchand réussit ce tour de force parce qu'il découvre une logique complètement différente. Dans le monde féodal, les règles sont connues de tous et changent très lentement. Chacun cherche à devenir meilleur dans le jeu qui existe déjà. Mais le marchand, lui, ne joue pas sur le même terrain que les autres. Lorsqu'une règle le limite, il cherche un moyen de s'en échapper. Si un marché lui est fermé, il en ouvre un autre. Si une route est bloquée, il en découvre une nouvelle. Pendant que les autres perfectionnent leur manière de jouer, lui transforme progressivement la partie.
C'est cette dynamique qui rend le capitalisme si redoutable. Il ne progresse pas uniquement en faisant plus que les autres, mais en faisant autrement. Chaque innovation déplace les limites du jeu et crée un avantage que les règles de la veille n'avaient pas prévu. Et cette innovation permanente le rend mémorable, parce qu'on se souvient davantage de l'extraordinaire. Les États traitent exclusivement de l'ordinaire. Aujourd'hui, leur seule manière de se faire remarquer est de provoquer une guerre. On a malheureusement plusieurs exemples actuellement. Mais les entreprises capitalistes produisent constamment de l'extraordinaire. Il y a partout et tout le temps de nouveaux produits et des innovations technologiques qui viennent bousculer nos habitudes. Et plus l'environnement est libre, plus il devient possible de repousser les limites. Chaque règle supprimée ouvre un nouvel espace d'expérimentation. Chaque contrainte levée permet d'imaginer une manière différente de produire, de vendre, de financer ou de convaincre. C'est cette liberté qui explique une grande partie des progrès extraordinaires du capitalisme, mais elle possède aussi un revers. Avec la compétition, être amoral devient un avantage. Il peut produire moins cher, vendre plus vite, capter davantage d'attention ou conquérir un nouveau marché. Ce qui au départ n'était qu'un choix individuel devient alors une pression pour tous les autres acteurs. Car s'ils continuent de respecter les anciennes limites pendant que leurs concurrents les repoussent, ils risquent simplement de disparaître. C'est pour cela que notre époque donne l'impression que tout est devenu possible. Les plus grandes avancées scientifiques côtoient les pratiques les plus contestables. Les innovations qui sauvent des millions de vies côtoient celles qui exploitent nos faiblesses psychologiques. Mais ces effets n'impactent pas que des clients isolés et soumettent même des pays entiers. Par exemple, lorsque l'Angleterre remporte la guerre de l'opium contre la Chine, elle ne cherche pas à l'administrer. Gouverner la Chine demanderait trop d'hommes, trop d'argent et trop de contrôle. L'Angleterre choisit une stratégie bien plus efficace. Ouvrir le marché chinois. En réalité, elle oblige la Chine à jouer une partie de Monopoly qui a commencé il y a des siècles en Europe. Cela aura des conséquences délétères pour la Chine, à tel point que les Chinois vont appeler le siècle qui a suivi le siècle des humiliations. Et je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que ce sentiment d'être forcé de jouer une fin de partie de Monopoly perdue d'avance est aussi ce que ressent la nouvelle génération en France. Parce qu'elle n'a pas encore les moyens de se défendre de cette compétition permanente, la nouvelle génération est aux premières loges pour voir les conséquences de la partie. Le capitalisme ne fait pas que concentrer les richesses, il distribue aussi les problèmes dans les sociétés et à l'échelle de la planète. Crise économique, monopole, accroissement des inégalités, instabilité politique, obsolescence programmée, pollution intensive, réchauffement climatique et urgence permanente. Les innovations ne sont pas que positives, on voit apparaître de nouvelles difficultés comme la comparaison permanente, la recherche de validation, le sentiment d'être constamment en retard, l'incapacité à se reposer, le burn-out, la perte d'estime de soi, l'isolement social, la difficulté à se projeter dans l'avenir, la perte de sens et la dissociation. Le capitalisme n'a pas seulement transformé notre manière d'échanger, il a progressivement remodelé toute la société jusqu'à modifier notre vision du monde, notre morale, notre rapport au temps et même notre définition de ce qu'est un être humain. Toutes les règles finissent par subir cette pression, même celles qui fondent notre culture, notre identité et notre manière de vivre ensemble. Pourtant, une civilisation tient précisément parce qu'elle impose des limites à la force brute. Sans règles communes, il n'y a plus de société, seulement des individus livrés à la loi du plus fort, incapables de coopérer. J'ai l'impression que ce qu'on ressent tous, c'est que le capitalisme en est même arrivé à remettre en cause les fondements de la civilisation. Alors je vais éviter un malentendu naïf, le capitalisme n'est pas une dynamique qu'on aurait pu empêcher. Il est né de contraintes historiques, matérielles et sociales qui rendaient son apparition presque inévitable aux Pays-Bas, mais aussi en Italie, en Angleterre et peut-être même à l'autre bout du monde, en Chine. Par contre, on peut le limiter en défendant les règles et les valeurs à protéger de la cupidité marchande. Il devient nécessaire de se demander quelle existence et quel impact sur l'environnement est-ce qu'on souhaite avoir collectivement. Parce qu'au même titre que les cellules cancéreuses ne feront jamais un organe fonctionnel, la richesse brute ne fera jamais une nation. Comme le capitalisme, elles ne pourront jamais dépasser leur organisme de base. Alors, je vais terminer cette vidéo par une révélation, et promis, c'est la dernière. J'ai dit que toutes les règles subissaient le changement du capitalisme. Mais ce n'est pas totalement vrai. Il y en a une qui reste inchangée et qui est là depuis le début de cette vidéo. Une règle qui définit la structure même de la société. Et cette règle, c'est la domination.
tout ce chemin parcouru, il n'y a eu qu'une seule et unique conséquence. On a changé les acteurs, mais pas les rôles de cet énorme théâtre qu'est l'humanité.